Donc bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Philippe dans le Pré. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler des propositions. Car vous savez, je vous ai parlé longtemps des systèmes montés par les multinationales qui spolient les paysans en France, en Europe et dans le monde. Concrètement, sur nos territoires, à nous, pays par pays, la solution, elle existe déjà. Elle est déjà en place, mais de façon beaucoup trop limitée. Vous avez tout ce qui est les circuits courts, mais ça représente entre 3 et 4 milliards d'euros sur 80 milliards d'euros. Donc c'est beaucoup trop timide, ça demande à être développé, mais ce n'est pas ça qui sauvera le monde agricole. L'autre solution qui existe et qu'il faut développer, qui, je le rappelle, attention, peut être contraire au fonctionnement de la Commission européenne, malheureusement de Maastricht, qui nous a verrouillés, parce que l'Europe, je vais vous en parler en fin de vidéo, l'Europe nous a appauvris, c'est une certitude, les traités européens nous ont appauvris, nous les agriculteurs, et continuent de nous appauvrir, puisque c'est Ursula von der Leyen qui a la main dans beaucoup de domaines. Et donc la solution, c'est de recréer des petits outils de transformation à l'échelon des territoires, des petits abattoirs et des petites laiteries. La solution, elle passe par là, et de nouer un partenariat, même un cofinancement avec les consommateurs, de façon à ce que l'outil de transformation joue en quelque sorte le rôle, comme le rôle d'un service public, ça pourrait d'ailleurs être du public, hein, les abattoirs étaient municipaux avant, hein, joue le rôle d'un service public, c'est-à-dire ils transforment, hein, et ils ne font pas de bénéfices, et à partir de là, automatiquement, la marge des parts exploitation aller au consommateur, on aura un produit brut, de qualité, fini, qui ne sera pas transformé, hein, enfin qui sera moins transformé, parce que là on aura la main, hein, et on pourra récupérer une grosse partie de notre valeur ajoutée. Parce que là, le système de la coopération agricole qui avait été développé, qui est né en 1844 et qui avait été développé dans les années 1900 en France, c'est complètement fourvoyé et a complètement, avec ces multinationales et ces sociétés, à spolier les paysans. Donc, en quelque sorte, c'est comme s'il fallait recréer des coopératives. Hein, mais on n'est pas obligé de les appeler coopératives, et c'est surtout recréer quelque chose, oui, mais avec les concitoyens consommateurs. Sinon, ça ne sert à rien. Nous, le prix des parts fermes, il faut qu'il soit déterminé avant de quitter l'exploitation. Et ensuite, le consommateur, c'est le prix qui va payer le produit. Entre les deux, il y a juste besoin d'un outil de transformation, hein, mais qui doit être contrôlé par nous les paysans et les consommateurs. Donc sinon, plus largement, j'en avais déjà parlé, sur un plan international, au lieu d'avoir ce qu'on a eu et ce qu'on a avec Madame von der Leyen, les accords de libre-échange, la politique libérale de Maastricht qui détruit les agriculteurs, hein, pas que les agriculteurs, mais là je parle d'agriculture, hein, eh bien la solution, c'est la charte de La Havane qui avait été abolie le 24 mars 1948, hein, qui n'a pas été signée, validée le 24 mars 1948, qui a été rejetée par le Sénat américain, qui a été rejetée par les Anglais, qui a été rejetée par nous aussi, d'ailleurs, la France. Hein, et cette charte, elle a définitivement été abandonnée en 1950. Je vous mets les liens. Ce qu'il faut retenir dans cette charte-là, pourquoi c'est important, et on voit bien qu'il existe des solutions. Alors, le texte est super rédigé, hein, les gens avaient travaillé dessus, cette charte de La Havane, tout avait été pensé, tout avait été étudié dans les moindres détails pour l'économie, les échanges au niveau mondial. Il suffirait de la retoiletter à l'heure de 2023. Il y a peut-être quelques modifications à faire, mais les grands principes sont là. Dans son principe, la charte de La Havane s'opposait totalement au principe du libre-échange actuel de l'OMC. Elle proposait une approche très différente des conceptions actuelles du commerce international, le développement de chaque pays étant fondé sur la coopération et non sur la concurrence. Donc c'est la coopération entre les États. Et je vais vous le mettre en lien. Bon, des choses que vous ne verrez pas dans ce qui existe aujourd'hui avec le fonctionnement de l'Union européenne, hein, l'autorisation de subventions dans certaines circonstances. Ça veut dire qu'on faisait des échanges, on reprend la main
on vit de notre produit, on ne vit pas des subventions, hein, parce que vous voyez, l'autorisation de subvention dans certaines circonstances. L'interdiction du dumping, ça vous ne verrez pas ça dans les traités actuels. Hein. La possibilité de recours à des restrictions quantitatives. Hein. Entre guillemets, ça ressemble à une gestion des volumes. Les produits de base sont considérés comme une catégorie particulière. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'importe pas, on n'exporte pas comme on veut dans tous les sens. Le contrôle des mouvements de capitaux. Alors ça, le contrôle des mouvements de capitaux, vous n'allez pas le trouver dans l'OMC hein, et dans les traités de libre-échange qui nous entraînent, que les gouvernements français, le gouvernement Macron et tous les autres nous entraînent dans des traités de libre-échange. Le contrôle des mouvements de capitaux, autant vous dire que tous les schémas que je vous ai montrés, où ils ont investi toutes nos multinationales, toutes nos coopératives, tous nos bras d'Unigrain, d'Invivo, du groupe Avril, contrôle des mouvements de capitaux, vous savez ce que ça veut dire. Hein. Bon, je ne vais pas vous lire tous les articles et tous les détails. Hein. L'autorisation des aides d'État, vous voyez hein. Bon, des accords préférentiels seront possibles dans un cadre de coopératif. C'est-à-dire, c'est avec un équilibre de la balance des paiements entre les États. C'est-à-dire, c'est un échange. Si nous, par exemple, on a de la marge, qu'on a plus de blé qu'on a besoin, et qu'un autre pays, je dis n'importe quoi, a de la viande bovine et que nous, on en manque, je dis n'importe quoi, hein, c'est l'exemple. Hein, eh bien, nous, on vend notre blé au coût de production français, pas au prix mondial, qui représente moins de 10% des échanges. On le vend au coût de production pour que nos producteurs gagnent leur vie. Et eux, là-bas, s'ils nous vendent de la viande parce qu'on en manque, ils la vendent à leur coût de production. Et avec équilibre de la balance des paiements entre les États. Donc là, ça n'a rien à voir avec le modèle dans lequel on est. Absolument rien à voir. Là, on protège les travailleurs, qu'ils soient paysans ou salariés. Parce que vous avez vu, je n'ai pas tout lu parce que je vous le mets en lien, le dumping concerne également, il y a tout un article, tout un volet social. C'est-à-dire tout ce qui est travail des enfants, tout ce qui est les conditions de normes entre les États. Il n'y a pas de coopération possible si on ne part pas sur les mêmes bases et si on ne rémunère pas les gens là-bas à leur juste valeur. Donc je vous invite à jeter un œil sur cette charte de La Havane parce qu'elle est vraiment très bien rédigée hein, et elle n'a pas vu le jour pour une raison simple, hein, c'est que les multinationales qui voulaient faire du business, vous pensez bien qu'il était dans les couloirs des décideurs politiques pour les influencer, pour empêcher de faire aboutir cette charte de La Havane. Hein. Donc, je vais arriver à la fin de ma vidéo. Ce que je voulais vous dire, c'est que par rapport à ces modèles économiques qui sont totalement différents, ça veut dire que des solutions existent. C'est des décisions politiques, mais les solutions existent. Chez nous, en France, je vais prendre un exemple récent de la France, puisqu'on tourne avec la politique de Maastricht, de cette politique européenne qui nous a spolié notre croissance économique, parce que beaucoup d'études ont été faites, notamment par Jacques Sapir, que j'ai rencontré dans une conférence, mais pas que, il n'est pas le seul, si on n'avait pas passé à l'euro, notre pouvoir d'achat aujourd'hui serait meilleur. Ça a été démontré par des économistes. Seulement, ça, c'est un sujet tabou de dire que l'Europe n'a pas fait un bon travail. Donc, je vais vous prendre un exemple franco-français, une commission qui a été créée pour essayer d'améliorer le modèle économique français, pour essayer de nous tirer vers le haut. C'est la Commission pour la libération de la croissance française, appelée plus familièrement la Commission Attali, parce que le fondateur, c'est Nicolas Sarkozy, ça a été fait en 2007, 27 août 2007, et le président, c'est Jacques Attali. Pourquoi elle a été créée, cette Commission pour la libération de la croissance française? Je vous dis l'objet, c'est ça qui est important. Supprimer les rentes, réduire les privilèges et favoriser les mobilités. Créer de nouvelles sécurités à la mesure des instabilités croissantes en France. Installer une nouvelle gouvernance au service de la croissance française et européenne. Ne pas mettre le niveau de vie d'aujourd'hui à la charge des générations futures. Donc ça, c'est 2007, vous voyez.
Bon, les résultats, vous les connaissez, hein, je ne vais pas vous énumérer les résultats économiques du pays ou de l'agriculture, vous les connaissez. Par contre, dans cette commission, que je vais appeler la commission Attali, je ne vais pas l'appeler Sarkozy, parce que même si c'est le fondateur, c'est la commission Attali. Donc vous voyez, il y avait des mesures d'urgence, ramener le déficit public à 3%. Le rapport propose 75 milliards d'économies en 3 ans, 25 milliards en s'attaquant aux niches fiscales. Bon, la suite, vous la connaissez. On est avec Emmanuel Macron, on n'est plus avec M. Sarkozy. Mais ce qui est intéressant, c'est les gens qui étaient dans cette commission. Ça, je veux finir ma vidéo là-dessus. Vous verrez la liste des gens qui sont dans cette commission. Je vais vous en nommer quelques-uns. Christian de Boissieu, c'est un économiste et président du Conseil d'analyse économique. Il est connu, il est souvent à la télé. Christian de Boissieu. Vous avez René Caron, alors à l'époque, hein, c'était en 2007, hein, bon. Président directeur général du Crédit Agricole, d'accord. Vous avez Marion Guilloux, qui était dans cette commission au départ, présidente et directrice générale de l'Institut national de la recherche agronomique, c'est-à-dire l'INRA, en cogestion avec la FNSEA. Éric Labaille, directeur général de McKinsey France. Anne Lauvergeon, présidente d'Areva à l'époque, mais elle est également dans des sociétés, dans des sociétés du groupe Avril. Elle travaille en cogestion avec des sociétés du groupe Avril, ex-Sophie Protéol, groupe Avril Arnaud Rousseau. D'accord ? Dans cette commission, Philippe Tillous-Byrd, qui est décédé au mois de décembre, directeur général du groupe Avril. Serge Weinberg, président du fonds d'investissement Weinberg Capital Partner et président du conseil d'administration du groupe Accor. Alors ça, M. Weinberg travaille également avec des filiales des multinationales de la FNSEA, via Capital Partner. On le retrouve il travaille en partenariat avec nos sociétés agroalimentaires. Donc dans cette commission Attali, toujours, à cette occasion, Jocelyne de Closade, conseillère d'État, est nommée rapporteur général de la commission. Emmanuel Macron est inspecteur des finances, est nommé rapporteur général adjoint. Il est nommé rapporteur général adjoint, Emmanuel Macron, à cette époque-là. Voilà. Et dessous, on le retrouve sur une autre ligne, Emmanuel Macron, gérant au sein de Rothschild, de la banque Rothschild. Voilà. Et plus tard, bien sûr, c'est réactualisé, c'est mis qu'il est élu président de la République, le 7 mai 2017. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur la commission Attali. Qui est dans cette commission Attali? On retrouve toujours les mêmes. Donc tout ça, pour conclure, moi je pense, je vous lance le ballon. Je vous lance le ballon pour réfléchir, méditer, me poser des questions, donner votre avis. Il y a quelques mois, certains ont demandé la dissolution des soulèvements de la terre, la dissolution de la Confédération paysanne. Peut-être qu'il faut se poser la question, je la pose, de la dissolution de la FNSEA, de la France Nouvelle sans exploitants agricoles, mais à méditer, c'est peut-être pas sûr. Moi, je verrais les choses peut-être un peu différemment. Est-ce que la FNSEA et le COPA-COGECA au niveau européen, est-ce que c'est réellement un syndicat agricole? Avec toutes les multinationales et tous les bras à l'étranger, avec des compagnies aériennes maintenant qui vendent du vin dans les avions en Nouvelle-Zélande, avec des sociétés qui ont la main mise sur l'industrie de la boulangerie dans le monde, avec le leader du groupe Avril des biocarburants, le leader de l'alimentation du bétail. Est-ce que réellement c'est un syndicat? Moi je pense que la question c'est comme ça qu'il faut se la poser. C'est le mot syndicat qui me gêne. Vous irez voir quel est le rôle d'un syndicat, ce qu'est un syndicat. Moi je pense qu'il faudrait faire une pétition pour demander
tout en respectant le travail qu'ils ont pu faire, la FNSEA et le COPA-COGECA, qui changent de statut et qui ne s'appellent plus syndicats, mais qui s'appellent multinationales. C'est des multinationales au service de l'agroalimentaire. C'est une institution agricole qui a vocation à faire du lobbying pour l'agro-industrie et l'agroalimentaire, mais ce n'est plus un syndicat. À mon sens, ce n'est plus un syndicat. Donc je vous demanderai de méditer là-dessus et de méditer sur la charte de la Havane, qui est un super projet, hein, parce que la situation actuelle, avec les traités de libre-échange et avec le fonctionnement de notre Europe, de notre Ursula von der Leyen, de notre Commission européenne, j'ai entendu, et vous avez entendu, l'Europe c'est la paix. Moi je dirais pas l'Europe c'est la paix. Ça dépend sur quel plan on se place. Sur le plan militaire, l'Europe c'est pas la paix. Est-ce que, Monsieur Macron, puisque c'est vous qui êtes président, est-ce que quelqu'un qui travaille et qui dort dans sa voiture, c'est la paix? Est-ce qu'un paysan qui entretient la nature, qui nourrit le peuple, se donne la mort chaque jour, est-ce que c'est la paix? Est-ce que des agriculteurs, très nombreux sur le territoire, ont des salaires extérieurs de par leurs épouses ou eux-mêmes vont travailler à l'extérieur pour rembourser leur encours bancaire pour pouvoir se nourrir et nourrir leur famille? Est-ce que c'est la paix? Moi, je pense que c'est la guerre. Mais elle est économique. Quand un individu travaille, et pour le monde agricole, pour les éleveurs, c'est 7 jours sur 7, ou les maraîchers, ou tous ces gens-là, ou les horticulteurs, c'est une présence 365 jours. Lorsqu'un travailleur qui travaille normalement, dans de bonnes conditions, raisonnablement, avec des bons produits, est obligé d'aller chercher des leviers, d'aller travailler à l'extérieur pour rembourser ses encours ou avoir recours à l'énergie, monter des panneaux sur ses bâtiments pour ramener de la rentabilité parce qu'il ne peut pas vivre avec son métier de base, ou monter un méthaniseur, ou adhérer à un méthaniseur, ou à du parc éolien, ou de l'agrivoltaïsme, pour moi c'est la guerre. Mais c'est la guerre économique. C'est la guerre économique. Idem pour les salariés qui dorment dans leur voiture. Je dis bien qui dorment dans leur voiture, avec un emploi. Ou tous ceux qui cumulent 3-4 petits emplois pour arriver à faire vivre leur famille, avec des horaires coupés de nuit et tout. Non, pour moi, l'Europe, c'est pas la paix. Dans des conditions comme ça, pour moi, l'Europe, c'est la guerre. D'où l'idée de renverser nos gouvernants, tous nos gouvernants, européens, français et européens, qui ont les clés de la maison et qui nous emmènent à la catastrophe. Parce que travailler, quelqu'un qui ne travaille pas, qui n'ait pas de revenus, c'est un autre débat. C'est un autre débat, il y a les aides sociales. Mais que les gens qui travaillent, qui produisent des richesses, ne peuvent pas vivre de leur travail, moi je regrette, mais ce n'est pas l'Europe de la paix. C'est l'Europe de la guerre. Je vous demande de méditer, surtout sur la charte de la Havane, qui est une réelle proposition, bien sûr, qui n'intéresse aucun néolibéral. Tous les néolibéraux vont s'y opposer, que ce soit M. Macron, Mme von der Leyen, les dirigeants d'aujourd'hui, pour la plupart, vont s'y opposer. Mais la solution, c'est celle-là. Parce que c'est bien le libre-échange, la libre circulation des biens, des hommes, des marchandises et des capitaux qui a détruit la classe ouvrière, les paysans, toute une partie de notre industrie et qui détruit la nature maintenant. Hein? Parce qu'avec ces conneries-là de concurrence exacerbée, ça finit par avoir des retentissements sur la nature. Sur la nature. Donc ce schéma industriel super intensif, schéma agricole que j'appellerais la pétroculture, parce que sans le pétrole,
on n'aurait jamais pu faire ça. Je rappelle qu'il faut 10 calories de pétrole pour produire 1 calorie de céréales, et il faut 36 calories de pétrole pour produire 1 calorie de légumes sous serre. Voilà le modèle dans lequel nous avons tous convergé, qui au départ a porté ses fruits, mais qui aujourd'hui est déconnecté de tout bon sens et de la vie des hommes sur cette planète. Il est complètement déconnecté des réalités du terrain, ce système. Il nous emmène dans le mur, il nous emmène à l'appauvrissement. Il nous emmène dans le mur. Donc il faut absolument que des gens se réveillent, redémarrer de la base, parce que c'est par la base que ça viendra. Ça ne viendra pas par les élites. Les élites, comme tout le monde le sait, les plus près du feu sont les mieux chauffés. C'est ce qu'on appelle la lutte des places. Et ceux qui ont des postes à responsabilité avec une rémunération territorialisée confortable, bien entendu, qui ne vont pas remettre en cause un système, ils ne vont pas scier la branche sur laquelle ils sont assis. Ils vont essayer de la préserver le plus longtemps possible. C'est à nous, concitoyens, comme je l'ai dit pour l'agriculture, de redémarrer d'autres schémas. Il existe, il fonctionne, il faut lever des fonds. Attention, en allant lever des fonds, de ne pas repartir dans les réseaux bancaires habituels qui sont en cogestion avec ces multinationales et qui de toute façon vont étouffer le projet dès le départ, parce qu'eux, ils n'auront pas intérêt à ce qu'on vienne concurrencer les multinationales avec qui ils font des profits depuis plusieurs décennies. Donc il faut recréer autre chose avec les concitoyens consommateurs. Je vous dis à méditer, réfléchissez bien, la FNSEA n'est pas un syndicat. C'est une institution, c'est une multinationale au service, qui fait du lobbying, au service de l'agro-industrie et de l'agroalimentaire. Ce n'est pas un syndicat. C'est le mot syndicat qu'il faut enlever. Ils peuvent garder leur structure, mais ils ne représentent pas les agriculteurs. En aucun cas. Je vous dis merci et à bientôt.